Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Avec nous aujourd'hui une légende, Jean-Jacques Debout est avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Valérie. Vous publiez La couleur des fantômes chez Talent Édition. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de ce livre dans mon émission Le coup de cœur des libraires. C'est un livre formidable. Vous pouvez l'offrir à tout le monde à Noël. Chaque page est une surprise. J'ai obligé Gilles à le lire. C'était un plaisir. C'est un plaisir parce que vous avez une vie absolument incroyable. Le livre est pétillant, passionnant, drôle. Ce sont vos rencontres. Alors ça va de Marlène Dietrich à Jean Gabin en passant par Johnny, Michael Jackson. Alors Charlie Chaplin, vous l'avez aidé à manger ses huîtres. J'ai ouvert ses huîtres. Vous avez ouvert ses huîtres, mais c'est à chaque fois on se dit c'est pas possible. Oui. Et c'est dingue, des petits chapitres très courts. Franchement, c'est un livre qu'il faut lire. On va en reparler dans un petit instant. Vous savez l'expression des gens qui disent ma vie est un roman. Votre vie est vraiment un roman. Ouais. Alors, on va tout de suite passer au zapping, puisque Gilles, tous les jours, regarde la télévision et le lendemain nous fait un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, j'ai un scoop pour vous sur BFM. On est en décembre et il neige. Non. Si. Du coup, on envoie un envoyé spécial sur la A43 pour voir s'il neige, mais elle a déjà fondu. Oh, c'est pas de bol. La circulation était très compliquée ce matin sur cette route que vous voyez juste derrière moi. Compliquée à cause de cette neige qui a tenu au sol, à cause évidemment des températures négatives, -1 degré cette nuit et ce matin. Alors là, les températures sont redevenues positives. La neige, elle commence à ne plus tenir. Et surtout pour la route, ce qui a permis de retrouver une chaussée totalement dégagée, c'est le travail des équipes techniques toute la nuit. Grand reportage, ça. Puis vous avez vu, nous en ont fait une tonne sur la neige, avec les avions. Vous regardez la télé, Jean-Jacques Debout? Oui, je regarde. Je regarde surtout les informations. Ouais, on va reparler avec vous des années Carpentier, parce que j'ai découvert, en fait, vous aviez passé énormément de temps avec eux. J'avais 11 ans à écrire les sketchs des numéros 1 de Top. Surtout les sketchs où il y avait des chansons. Oui, absolument. On va en reparler. Une autre information forte, Valérie, je vous gâte dans cette matinée, cette fois-ci sur France 2. Écoutez bien Valérie, c'est important. Il y a une hausse de la raclette en ce moment. Du coup, ils ont fait un micro-trottoir. Ils ont envoyé des reporters pour savoir l'opinion des Français sur la hausse de la raclette. L'hiver, elle réconforte et fait fondre les Français. Mais cette année, le prix d'une soirée raclette est plus élevé, plus 11% par rapport à 2021. Et certains l'ont remarqué. Mais oui, non, une raclette, c'est compliqué en l'état actuel. On évite les repas de fête, on se préserve pour Noël en tout cas, pas pour l'instant. J'en ai fait une, mais tout est plus cher, donc je fais plus attention en général. Oui, ça a augmenté, mais c'est pas grave. On va dire qu'on fait avec. Vous reconnaissez mon ironie, évidemment, sur mais il y a des gens qui veulent interdire, on en a parlé dans l'émission précédente, qui veulent interdire la raclette parce que ça consomme trop d'énergie. Vous plaisantez? Non, je plaisante pas. Vous chercherez. En fait, c'est les vaches qui pètent, donc qui produisent des gaz à effet de serre. Et donc, le fromage à raclette, plus l'électricité, vous verrez, il y a un type qui a tout calculé. Vous faites de la raclette avec Chantal? On en mange de temps en temps avec les... Oui, parce que c'est un plat convivial avec les enfants, ils aiment bien ça. Si je savais que je vous poserais en plus, on est dans le Berry, alors c'est un peu le pays de la raclette. Vous vous souviendrez qu'un journaliste... Pas trop. La raclette de chèvre. Oui, de chèvre, ce que j'allais vous dire. Dans la nuit, il y a une tentative de reconstitution d'un possible crime de Cédric Jubilard sur son épouse. Sur BFM, l'avocat de Jonathan Daval, Randall Scherdhofer, est venu commenter cette reconstitution. Il en a profité pour rappeler à l'ordre les journalistes qui utilisent un peu trop le terme féminicide. C'est une façon de vouloir faire ressortir le crime sur conjoint femme plus que le crime sur conjoint homme. Et ça me dérange particulièrement. C'est-à-dire que dans la matière, il n'y a pas de sexe en matière criminelle. Qu'un homme tue sa femme ou que son épouse le tue, c'est un homicide sur conjoint. Le fait de vouloir dire que c'est un féminicide, c'est vouloir dire qu'elle a été tuée parce que c'est une femme. Or, ce n'est pas vrai. C'est une façon de genrer, si vous voulez, la chose criminelle. Et c'est extrêmement dérangeant. Donc le terme féminicide, d'une espèce de mode dans laquelle on nous dit il n'y a plus de crime passionnel.
Et à côté de lui, il y avait Sandrine Rousseau qui a évidemment réagi, vous pourrez aller voir. Ça, c'était également sur BFM hier soir. Éric Ciotti, qui a été élu à la tête des Républicains, qui est désormais, qui a rejoint Horizon, se refuse un peu comme Voldemort, vous savez, de ne pas prononcer le nom d'Éric Ciotti. Quotidien s'en est... Non, Christian Estrosi, qui refuse de prononcer le nom de Éric Ciotti. Ah, vous voyez, vous aussi. C'était dans Quotidien, ils s'en sont amusés hier. Il adore tellement que Ciotti est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Éric Ciotti a été élu dimanche nouveau président des Républicains. Lorsque vous écoutez le discours de celui qui a été élu, que le mot droite, droite, droite. Éric Ciotti l'a dit, lui, il soutiendra Laurent Wauquiez. Si demain, et ce sera sûrement le cas, les Républicains sont dirigés par l'individu que vous venez de citer. Monsieur Estrosi, qui a trahi nos valeurs. Je crois que pour le personnage qui vient de s'exprimer, tous les mensonges sont bons. Oh, mais il l'adore, hein. Et on finit en musique, c'était plutôt bien vu de la part de Quotidien. On finit en musique. Alors ça va vous plaire, Valérie. Hier, oui, je sais que vous l'aimez beaucoup. En musique. Ouais. Et hier, il recevait Marc Lavoine dans C'est à vous. Il a chanté en duo avec Madimi. La fin d'une histoire. Vous aimez bien, hein, Marc Non, vous n'avez pas aimé Marc Lavoine. Il est passé le mal aimé, c'est le retour du mal d'amour, c'est la fin d'une histoire. Il est venu. Bon, c'est bien. C'est qui votre chanteur préféré? À vous, Jean-Jacques Debout. Je vais vous répondre. Actuellement, c'est KPO. Ah oui? Ouais, je lui trouve un talent fou. Ouais. Et il y a 2 ou 3 ans, je dirais pas de nom, quelqu'un cherchait un remplaçant à Jacques Brel. C'est-à-dire, tous les ans, il y a un nouveau Jacques Brel. Ouais. Et là, pour une fois, moi, je trouve que s'il y a 2 personnages on peut pas les comparer. Brel se compare avec personne. C'est comme si on voulait comparer Edith Piaf ou Charles Trenet avec quelqu'un, ou Brassens. On compare pas. Chaque artiste, je vous apprends rien du tout. Mais ce KPO a quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça fait un moment que j'avais pas entendu un auteur-compositeur, interprète, avec autant de talent. Je vous le dis franchement parce que c'est ce que je pense. Vous continuez à écrire des chansons? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est ma vie. Hein. C'est votre vie, ouais. Oui, si j'écris pas, alors là, c'est le Père Lachaise. Hein. Oh, mais ça vient comme ça, en fait. Ah non, ça vient. Vous racontez à la fin. Comment vient une chanson, hein, dans le livre, et parfois comment ça vient d'ailleurs tout de suite. Des fois, ça vient tout de suite. Des fois, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, et puis des fois, c'est vrai, ça vient tout de suite. Quand j'avais fait Capitaine Flamme pour le manga, pour le générique du dessin, du manga, le producteur m'avait loué un studio un dimanche matin, et il m'avait dit lundi matin à 9h du matin, je suis obligé de faire mixer la chanson et le générique. Incroyable. Donc j'avais un après-midi, le dimanche après-midi, il fallait que j'écrive la chanson, il fallait que je la réalise, et il fallait qu'elle soit finie. À minuit, tout a été terminé, il a pu mixer le tout à 9h du matin le lundi. Et ce fut un succès incroyable. Ça rappelle des souvenirs. Mais vous avez écrit aussi beaucoup d'autres chansons pour Johnny, pour Sylvie, et puis pour Chantal Goya, évidemment. Pas moins de 10 spectacles, hein, c'est ça? 10 spectacles, 10 spectacles. Vous racontez d'ailleurs le soulier volant, comment vous avez eu l'idée. Le soulier qui vole, oui. Dans le premier Concorde. Absolument. J'étais parti dans le Concorde avec Chantal à New York, parce qu'elle renouvelait un contrat avec une maison américaine qui s'appelait RCA. Qui n'existe plus. Et le bureau mère était à New York. Et puis ça amusait le directeur de la faire venir, parce qu'elle était la plus grosse vente de disques de cette époque-là. Et puis moi, ça m'amusait de prendre le Concorde. Hein. J'étais quand même... C'était une aventure. Et puis, il restait quelques places à l'arrière.
Et à un moment, je lui ai dit, c'était l'époque où le producteur Roland Hubert savait que Starmania allait se terminer au Palais des Congrès, et il venait de me commander un spectacle pour Chantal. Et j'étais un peu embêté parce que je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire. Et puis derrière Starmania, c'était pas joué, hein, c'était pas. Vous avez vu le succès de l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. J'étais même un des premiers à trouver ça bien. Hein, je critiquais pas, mais pour Chantal, je voulais faire le mieux possible pour plaire aux parents et aux enfants. Et dans l'avion, il y a un enfant. Et dans l'avion, il y a un enfant, et son père est en train de dormir, et il joue avec une chaussure qui s'amuse à faire voler dans l'avion. Et tout d'un coup, j'ai eu cette image. J'ai vu Chantal dans la chaussure, avec ses bras en l'air, et je me suis dit, je vais faire voler une chaussure au Palais des Congrès, ça va s'appeler le soulier qui vole. Et ben voilà. Et elle était venue jouer 15 jours, elle est restée 3 mois. Ouais. Vous racontez comment certains n'ont pas cru au soulier qui vole. Henri Salvador. On y revient dans un instant. Jean-Jacques Debout, La couleur des fantômes, c'est chez Talent Édition. Et franchement, vous ne vous ennuierez pas si vous achetez ce livre. On en reparle avec Jean-Jacques Debout qui a une vie de dingue. Et il y a un auditeur qui nous dit, est-ce que c'est vous qui attirez les talents ou ce sont des rencontres de hasard? On va y revenir dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour. Des choses pendant la pub. Quoi? J'ai appris que vous étiez berrichon. Oui, je suis très fière de mes origines. C'est mon pays. Oui, Châteauroux, Jean-Jacques. Oui. Voilà, Jean-Jacques Debout est avec nous. La couleur des fantômes chez Talent Édition. Alors, j'ai pris je commence à prendre des notes. J'ai 12 pages de notes. C'est-à-dire que j'aurais pu recopier le livre en entier tellement il y a de choses à retenir dans votre livre et surtout de votre vie. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas fait avant parce que vous avez une vie où vous avez croisé, encore une fois, je le répète pour ceux qui nous rejoindraient, ça va de Brel à Johnny en passant par Montand, par Stevie Wonder, Michael Jackson, Sinatra, Luis Mariano. Tu as trouvé le nom de Chantal. Le nom de Chantal. Racontez cette anecdote parce que c'est un livre qui est bourré d'anecdotes. À chaque page, vous vous dites mais c'est dingue. Donc ça s'est passé à Arkang. Au château d'Arkang, chez le papa de Guy d'Arkang. Il y avait Guy, le fils, et le père qui s'appelait Pierre d'Arkang. Et puis ce jour-là, Guy d'Arkang, que je connaissais de Paris, savait que j'étais à Biarritz, parce que la maman de Chantal avait une maison à Guétari. Alors il avait fait un dîner avec Luis Mariano, parce qu'il savait que j'aimais bien Luis Mariano, et il nous avait invités à dîner. Et quand on est arrivé, je suis allé dans le salon où vous avez préparé des petits fours, des coupes de champagne. Et puis... il y avait un tableau de Goya. C'est-à-dire que le long du piano, il y avait un grand tableau avec des petits pages peints par Goya, des petits pages qui avaient des collerettes blanches. Ouais. Car Goya, on le sait, peignait toujours sur des fonds noirs. Et il peignait il y avait plein de visages, de petits pages. Et alors le père de Chantal, la veille, je lui avais dit que Daniel Philippaki m'avait demandé d'écrire des chansons pour faire chanter sa fille. Il avait dit, il n'en est pas question, parce que j'ai un frère qui est général de guerre. Et si jamais ça ne marche pas, de quoi on aura l'air? Et vis-à-vis de mon frère qui est général, je ne vois pas comment une chanteuse peut s'appeler de guerre et ça va me retomber dessus. C'est pas une bonne idée, ou alors trouvez-lui un surnom. Trouvez-lui. Et c'est comme ça que, quand je suis arrivé dans le salon, j'ai joué du piano. Évidemment, je jouais des airs de Mariano pour lui faire plaisir, parce que j'allais le voir petit au Châtelet, dans le Chanteur de Mexico. C'était beaucoup de souvenirs pour moi, Mariano. Et puis, à un moment, je lui raconte qu'on cherchait un nom pour Chantal. Je lui présente ma jeune fiancée. Alors, il est enchanté. Et puis, je lui dis, mais Louis, vous savez qu'on ne sait pas comment l'appeler. Et ses parents ne veulent pas qu'elle chante. Et en tout cas, qu'elle garde son nom de famille qui s'appelait De Guerre. Alors pour un général s'appeler De Guerre, c'était des circonstances. C'était déjà un peu bizarre. Mais bon, et à un moment,
il était là à côté du marquis d'Arcang, et puis il regarde le tableau de Goya, qui était le long du piano, et il dit, mais regardez, elle ressemble... Ah, mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à ce petit Goya. Et pourquoi vous vous appelleriez pas Chantal Goya? Et là, Guy d'Arcang et son père ont dit, mais quelle idée formidable, et moi aussi. Et c'est venu comme ça. Puisqu'on parle de comment sont devenus les noms et les prénoms, vous racontez quand même que Booba, le fameux rappeur Booba, dont on connaît, en fait, c'est vous qui avez donné l'autorisation pour qu'il s'appelle Booba, d'après la chanson Booba, le petit ourson. Oui. C'est parce qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de Pascal Nègre, qui était à l'époque le grand PDG de Universal, et il me dit, Jean-Jacques, j'ai dans mon bureau un jeune rappeur qui cherche un nom, mais quand il était enfant, il aimait beaucoup Booba, voir Booba, qui était un petit dessin animé, où Chantal chantait la chanson. Voilà, on l'entend. Et il voudrait s'appeler Booba comme nom d'artiste, comme rappeur. Est-ce que ça vous ennuie? Je lui dis, mais j'y vois aucun inconvénient. Si ça lui fait plaisir, qu'il s'appelle Booba, et voilà comment c'est devenu Booba. Mais ce qui est intéressant, ce sont vos débuts, grâce à Charles Trenet. Oui. C'est Johnny que vous découvrez avec Brel, un soir. Jacques, vous êtes avec Brel, qui n'était pas Brel d'ailleurs à l'époque. Il commençait un peu, il chantait Tant qu'on n'a que l'amour. Et il remplaçait surtout Patachou, qui était parti faire la tournée d'adieu avec Maurice Chevalier. Chevalier faisait sa tournée d'adieu autour du monde, c'est-à-dire aux États-Unis, au Japon, partout, puisque Chevalier a été une vedette internationale. Qui n'a pas voulu s'installer aux États-Unis parce que sa maman voulait pas. Ben non, parce qu'elle lui a dit, si tu achètes une maison à Hollywood, oui, tu sortiras du cœur des Français. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ils te considéreront comme un Américain, mais ils ne t'aimeront plus comme Français. Or, je te déconseille d'acheter une maison aux États-Unis. Il y a tellement d'histoires. Il y a Ray Charles qui mange des pizzas. Il y a Marlène Dietrich qui vous fait porter un mot à Jean Gabin, qui le déchire. Et il met le feu surtout. Voilà. Et vous n'osez pas lui dire. Vous dites, je ne sais pas si elle l'a lu ou pas. Il y a évidemment votre histoire avec Mesrine qu'on connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est l'histoire où quand vous avez fini en prison, vous avez été condamné à 3 mois de prison pour avoir embouti un quart de policiers. L'arrière. Voilà. Et alors, ça a été un moment formidable. La prison, où vous avez rencontré Alfred Sirven. Mais oui, il était mon voisin de cellule. Et vous avez fait une soupe avec des vrais. Quand je suis arrivé, il était 10h du soir. Et le maton qui avait la charge de me garder recogne à la porte, et puis il ouvre la porte, et il arrive avec une petite assiette, et il me dit, voilà, c'est une soupe chinoise qui a été faite par monsieur Sirven, qui est votre voisin. Il sait que vous êtes là, et comme il fait pousser des oignons dans sa cellule, il vous a confectionné une petite soupe à l'oignon chinoise. Et j'ai trouvé ça tellement gentil que j'ai demandé au maton de lui faire un petit mot. De lui passer le mot que vous aviez écrit. Alors je lui ai écrit, cher Alfred Sirven, je vous remercie pour votre gentille intention. Dorénavant, on ne pourra plus appeler ce quartier le quartier VIP, mais le Plaza atténué. Et quand il est mort, sa femme m'a écrit un petit mot pour me dire qu'elle avait retrouvé dans son portefeuille le mot... Ce petit mot qu'il avait gardé. Oui, qu'il avait gardé parce qu'il le montrait à ses amis, parce que ça le faisait rire. Alors, il y a eu Frank Sinatra aussi que vous avez croisé. Alors, vous racontez cette scène parce que c'est très visuel. Il y a un auditeur qui dit faut adapter ça en série, La vie de Jean-Jacques Debout, faut faire une BD. Quand vous évoquiez cette histoire de Luis Mariano, vous parlez du patron de Coca-Cola qui était dans une Rolls-Royce flambant neuve. C'était en 63. Rouge avec écrit Coca-Cola. Il était accompagné de Frank Sinatra qui était en tenue de cow-boy en daim bleu, chapeau et revolver aux hanches. C'était absolument... Non, mais il y a plein d'histoires comme ça. Pardon, et ils avaient réquisitionné tout le premier étage de l'hôtel du Palais à Biarritz. Et puis moi, j'étais très troublé par ça fait pas beaucoup de pages dans votre livre. C'est quand vous parlez de la fameuse affaire de Patrick Sabatier et de son émission avec Chantal. Moi, je pensais pas que derrière, pendant 5 ans, ça vous avait tué. On l'a pas su, ça, qu'en fait... mais... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il avait... En fait, la vérité, maintenant, on la connaît. C'est que Berlusconi avait monté une chaîne qui s'appelait La 5.
que Patrick Sabatier et son équipe ne rêvaient que d'une chose, c'est de quitter la 1 sur laquelle ils étaient pour aller sur la 5 pour demander un gros chèque. C'était ce qu'il voulait faire. Et elle était victime de ça. Et à l'époque, Berlusconi lui avait dit « Mais prouvez-moi que vous faites de l'écoute. » Et il lui a dit « Regardez Chantal Goya, qui est ma prochaine invitée à Lyon la semaine prochaine, vous allez voir si je fais pas d'écoute. » Et tout ce truc a été monté pour justement casser Chantal, de manière à faire de l'écoute et de manière à avoir le chèque qu'il avait demandé à Berlusconi. C'était un montage. Et pourquoi ça vous a abattu derrière? Parce que l'image de Chantal a été très abîmée et qu'elle a été tricarde partout, quoi. Moi, ça m'a touché ce passage-là. Moi, les gens me prenaient ils me prenaient pour rien du tout, du reste, et c'était pas plus mal. Mais moi, ça m'a retiré l'envie d'écrire. Je me suis posé des questions, je me suis dit que mes spectacles étaient peut-être pas bien du tout. Avec tout ce que vous avez fait avant. Oui, mais ça m'a cassé le moral. Vous savez, ça a été un espèce de burn-out, mais au cerveau. Pas que physiquement. Et j'avais pensé changer de métier. J'avais même changé. Ah oui. Parce que j'avais trouvé que cette façon de faire était carrément dégueulasse. Voilà. Et tout ça avait été en même temps. J'ai pas honte de le dire, je m'en fous complètement. Tout ça avait été chapeauté par l'ancien agent de Chantal. Oui, l'agent Gilles Paquet, mais d'une part. Oh mais non, mais Sabatier avait autour de lui des gros flotteurs. Peu importe, mais ce qui m'avait dégoûté, c'est que tout ça avait été un peu commandé par Hervé Bourges. Qui était un gros connard. Mais Jean-Jacques. Oui, je suis d'accord avec vous. Oh bah Valérie. Oui. Qui a arrêté les numéros 1 d'ailleurs. C'est lui qui a fait arrêter les Carpentiers. Absolument. Parce qu'on dit toujours, mais les Carpentiers, comment ils ont terminé? Ils ont terminé à cause de ce changement de président. De ce président qui était un président. On va pas. Ça vaut pas le coup. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans le livre, mais vous racontez ça. Vous la racontez, C'était pas un artiste en tout cas, c'était un ancien vendeur d'armes en Afrique qui a même entraîné un des fils de Mitterrand en prison. Alors si vous voulez tout savoir, moi je vous le dis. Bon, on va dans ce livre, Jean-Jacques Debout, on assiste à la rencontre entre Johnny et Sylvie. On apprend que Jacques Brel fumait 3 cigarettes à la fois. Vous vous souvenez de tous ces détails-là? Ah bah oui, il y en avait une coincée dans les cordes de sa guitare, une dans le cendrier et une autre à la main. Vous avez gardé des souvenirs, des lettres, des choses comme ça? Oui. J'ai des photos avec Jacques chez Patachou. Parce que, en fait, c'est Patachou qui l'avait mis là. Comme elle est partie avec Maurice Chevalier. Il fallait bien que quelqu'un devienne la vedette de son cabaret. Et comme elle adorait, et elle avait raison de l'adorer, Jacques Brel, elle lui avait demandé de la le remplacer. Voilà. À lire absolument La couleur des fantômes, Jean-Jacques Debout chez Talent Édition. On aurait passé encore des heures avec vous. Et absolument un autre Jean-Jacques qui nous pardonnera ce petit retard. Merci à vous, Jean-Jacques Bourdin, tout de suite.